il faut dire aussi que c'était une époque propice. Maintenant, tout ça, c'est du passé, hein. Ouais. C'est-à-dire que le disque se vend plus. Ouais. Les réseaux, c'est- Mais c'est François vrai que Valéry n'a jamais été un chanteur ordinaire. Dans les années 70, son nom brillait au sommet des hit-parades, ses mélodies accompagnaient les soirées françaises, et son visage incarnait une forme de romantisme élégant, presque rassurant. Il écrivait, composait, interprétait. Il ne dépendait pas des autres pour exister. Mais derrière cette image lisse, il y avait une tension constante, une exigence, une fierté que certains ont confondue avec de l'arrogance. Dans un milieu où les alliances se font et se défont au rythme des contrats, François Valéry n'a jamais supporté l'ingratitude. Il n'a jamais toléré d'être manipulé. Et surtout, il n'a jamais oublié. Les années ont passé. Les projecteurs se sont déplacés. De nouveaux visages ont pris la place sur les plateaux de télévision. Pourtant, certaines rancunes sont restées intactes. Parce que pour lui, il ne s'agissait pas seulement de carrière. Il s'agissait de respect. Ce que le public ignore souvent, c'est que derrière les chansons d'amour se cachait un homme qui observait tout, qui notait tout, qui se souvenait de chaque mise à l'écart, de chaque silence calculé, de chaque sourire forcé. Avant de passer à la liste, il est important de se rappeler qui est réellement François Valéry. François Valéry, de son vrai nom Jean-Louis Mougeot, né en 1954 à Oran, en Algérie alors française. Son enfance est marquée par le déracinement. Le retour en métropole après l'indépendance n'est pas seulement un changement de pays, c'est une fracture intime. Très tôt, il comprend que rien ne lui sera donné. Il devra construire seul sa place, sa voix, son identité. La musique devient ce territoire qu'on ne peut lui retirer. Adolescent, il écrit déjà. Il ne veut pas simplement interpréter des textes d'autres. Il veut raconter, décider, contrôler. Cette volonté d'indépendance forge son caractère. Elle le rend exigeant, parfois inflexible. Dans un milieu artistique où beaucoup dépendent des producteurs et des maisons de disques, lui cherche à garder la main. Le succès arrive vite. Dans les années 70, il s'impose comme l'un des auteurs-compositeurs les plus en vue. Le thème du film Emmanuel l'associe à une icône culturelle majeure. Il enchaîne les passages télévisés, les tournées, les succès populaires. Il n'est pas seulement un chanteur à la mode, il devient un nom qui compte. Mais cette ascension rapide nourrit aussi une hypersensibilité à la reconnaissance. Valéry n'accepte pas d'être relégué au second plan. Il supporte mal qu'on minimise son rôle d'auteur. Il refuse d'être réduit à une simple image romantique. Chaque mise à l'écart est vécue comme une trahison. Chaque décision prise sans lui comme un manque de respect. Ce mélange d'orgueil artistique, de volonté de contrôle et de besoin profond de considération explique pourquoi certaines ruptures ont été définitives. Chez François Valéry, l'oubli n'existe pas, et le pardon encore moins. Numéro 5, Jean-Pierre Foucault. Dans les années 80 et 90, la télévision française ne se contente pas de refléter le succès. Elle le fabrique. Être invité sur les grandes émissions de variété, c'est exister. Jean-Pierre Foucault, figure incontournable du paysage audiovisuel, incarne alors cette autorité silencieuse. Il présente, il introduit, il distribue la lumière. Au début, François Valéry fait partie des artistes naturellement présents sur ces plateaux. Son nom est associé à une génération qui a marqué les années 70. Il arrive en confiance, porté par ses succès passés. Pourtant, peu à peu, le ton change. Les programmations évoluent. Les priorités se déplacent vers de nouveaux visages, vers des tendances différentes. Valéry observe que ses invitations deviennent plus rares. Rien de brutal, rien d'officiel. Juste une lente mise à distance. Un soir, lors d'une émission en direct, une présentation jugée expéditive le marque profondément. Quelques phrases rapides, un enthousiasme mesuré, puis déjà le passage à autre chose. Pour le public, rien d'anormal. Pour lui, c'est un signal clair. L'artiste qu'il est devenu n'est plus traité comme celui qu'il était.
Il ne s'agit pas d'un affrontement public, aucun éclat de voix, aucune polémique relayée par la presse. Mais dans le monde du spectacle, les nuances comptent. Un ton plus froid, un regard qui ne s'attarde pas, un positionnement tardif dans le programme, autant de détails qui, pour un homme fier et attentif comme Valéry, prennent une signification lourde. Avec le temps, une distance s'installe, les collaborations se raréfient, les plateaux deviennent moins accessibles. Valéry y voit une forme d'injustice, une manière subtile de le reléguer à une époque révolue. Lui qui a tant donné à la chanson française supporte mal cette impression d'être traité comme un souvenir. Jean-Pierre Foucault, de son côté, poursuit sa carrière d'animateur majeur, maître des cérémonies et des grandes soirées télévisées. Deux trajectoires qui continuent en parallèle, sans véritable réconciliation. Pour François Valéry, cette relation symbolise quelque chose de plus large qu'un simple différend personnel. Elle représente le moment où il a compris que dans ce milieu, la fidélité n'est jamais garantie, et que parfois, le silence d'un animateur peut blesser plus qu'une attaque frontale. Numéro 4. Eddie Barclay. Dans l'industrie musicale française des années 70, il existe des chanteurs et il existe des hommes qui décident quels chanteurs auront le droit d'exister. Eddie Barclay fait partie de cette seconde catégorie. Producteur flamboyant, homme d'affaires redouté, il incarne le pouvoir absolu des maisons de disques. Entrer dans son cercle, c'est accéder à la lumière. En sortir, c'est risquer l'ombre. François Valéry arrive dans ce monde avec une conviction rare pour son âge. Il ne veut pas être un simple interprète façonné par un producteur. Il écrit, il compose, il choisit. Cette indépendance fascine autant qu'elle dérange. Car face à un homme comme Barclay, le contrôle n'est jamais partagé. Au départ, la relation est pragmatique. Le marché fonctionne. Les titres se vendent. Le nom de Valéry circule. Mais très vite, les tensions apparaissent autour des choix artistiques, des orientations commerciales, des décisions stratégiques. Valéry refuse certaines concessions. Il ne veut pas que son image soit entièrement dictée par une logique de profit. Dans un univers où la hiérarchie est claire, ce type de résistance est perçu comme une défiance. Barclay est habitué à diriger. Valéry, lui, refuse d'obéir aveuglément. Les discussions deviennent plus tendues. Les négociations plus rigides. Rien n'explose publiquement. Mais les désaccords laissent des traces. Pour Valéry, le conflit dépasse la simple question contractuelle. Il touche à la dignité artistique. Être contraint d'accepter des décisions qu'il estime contraires à sa vision le heurte profondément. Il a construit sa carrière sur l'idée qu'il serait maître de son destin. Se sentir enfermé dans une structure trop dominante est pour lui inacceptable. Avec le temps, la relation se détériore. Les échanges se font plus froids. L'ambiance n'est plus celle d'une collaboration, mais d'un rapport de force. Dans ce face-à-face silencieux entre un jeune artiste ambitieux et un producteur tout-puissant, aucun des deux ne veut céder. Eddie Barclay continue de régner sur son empire musical. François Valéry poursuit son chemin en revendiquant son autonomie. Mais pour ce dernier, cet épisode marque un tournant. Il comprend que dans ce milieu, l'indépendance a un prix, et que certains hommes n'acceptent pas qu'on leur échappe. Numéro 3. Michel Sardou. Dans les années 70, la chanson française est un champ de bataille élégant. Les rivalités ne s'affichent pas toujours frontalement, mais elles structurent les carrières. Michel Sardou est alors une figure dominante. Ses textes engagés, ses prises de position assumées, son timbre reconnaissable entre tous lui assurent une présence constante dans les médias et sur les grandes scènes. François Valéry, lui, évolue dans un registre différent. Plus romantique, plus mélodique, moins polémique. Pourtant, les comparaisons surgissent rapidement. La presse aime opposer les artistes. Deux hommes, deux styles, deux visions de la chanson française. Chaque sortie d'album devient une occasion de mesurer, de classer, de hiérarchiser. Au début, il ne s'agit que d'un jeu médiatique. Mais avec le temps, ces mises en parallèle prennent une autre dimension.
Sardou occupe souvent le centre du débat public. Ses chansons déclenchent des controverses, alimentent les discussions politiques. Valérie, de son côté, voit parfois son travail réduit à une image plus légère, moins profonde. Il ressent cette différence de traitement comme une forme d'injustice. Il ne s'agit pas d'une querelle ouverte, aucun affrontement spectaculaire, mais des phrases glissées dans des interviews, des nuances dans les déclarations, des silences lourds lors d'événements communs. Dans ce milieu, les non-dits pèsent autant que les déclarations publiques. Valérie supporte mal l'idée d'être perçue comme secondaire face à une figure aussi imposante que Sardou, non pas par jalousie pure, mais par conviction intime de la valeur de son propre travail. Il estime que ses compositions méritent le même respect, la même reconnaissance. Lorsqu'il sent que l'équilibre médiatique penche systématiquement du même côté, la frustration grandit. Les deux carrières poursuivent leur route, chacune avec ses succès et ses publics fidèles. Mais la distance entre eux ne se réduit jamais vraiment. Derrière les sourires de façade lors des grandes soirées télévisées, subsiste une tension discrète, une rivalité silencieuse qui ne sera jamais véritablement apaisée. Pour François Valéry, cette relation symbolise la compétition permanente d'une époque où exister signifiait parfois éclipser l'autre. Et certaines comparaisons, répétées année après année, finissent par laisser une marque indélébile. Numéro 2. Nicolas Sarkozy. Il existe des tensions qui dépassent le cadre artistique. Des fractures qui opposent non pas deux chanteurs, mais deux visions du rôle de la culture dans une nation. Lorsque Nicolas Sarkozy accède à la présidence de la République en 2007, le climat change pour de nombreux artistes. Le discours sur la valeur du travail, sur la rigueur budgétaire, sur la réforme des institutions touche aussi le monde culturel. François Valéry n'a jamais été un chanteur neutre. Même s'il ne se définit pas comme militant, il défend avec fermeté la place de l'artiste dans la société. Pour lui, la chanson n'est pas un divertissement superficiel. Elle est mémoire, émotion, identité collective. Or, certaines déclarations politiques sur les subventions culturelles et le statut des artistes sont perçues par lui comme un manque de considération. Le désaccord n'est pas personnel au départ, il est idéologique. Mais très vite, il devient plus intime. Valéry exprime dans des interviews son malaise face à ce qu'il considère comme une vision utilitariste de la culture. Il refuse que l'on traite les créateurs comme de simples bénéficiaires d'un système d'aide. À ses yeux, l'artiste contribue à la grandeur du pays autant que n'importe quel acteur économique. Nicolas Sarkozy, de son côté, incarne l'autorité politique, la décision, la réforme. Deux univers qui se croisent sans jamais réellement se comprendre. Le chanteur se sent écarté des cercles d'influence. Il perçoit un éloignement entre le pouvoir et ceux qui ont façonné l'imaginaire collectif des décennies précédentes. Ce conflit n'explose jamais en scandale. Il se manifeste par des prises de position, des critiques mesurées mais fermes. Pour Valéry, il s'agit d'une question de principe. Il estime que le respect dû aux artistes ne doit pas dépendre des orientations politiques du moment. Avec le temps, cette divergence devient une fracture symbolique. Elle représente le fossé entre une génération d'artistes qui ont marqué les années 70 et un pouvoir politique focalisé sur d'autres priorités. François Valéry n'oublie pas cette impression d'être marginalisé dans un débat où il aurait voulu être entendu. Numéro 1, Claude François. Claude François. Un nom qui, à lui seul, résume une époque. Dans les années 70, il est l'icône absolue de la pop française. Perfectionniste, méthodique, obsédé par l'image et le contrôle, il transforme chaque apparition télévisée en événement. Face à une telle machine médiatique, exister relève déjà du défi. François Valéry arrive dans ce paysage avec ses propres ambitions. Il écrit, il compose, il construit son identité artistique avec soin. Les deux hommes évoluent dans le même univers, fréquentent les mêmes plateaux, croisent les mêmes producteurs. La comparaison devient inévitable. La presse adore les oppositions, les duels silencieux. Deux artistes séduisants, deux styles différents,
Deux stratégies. Claude François maîtrise parfaitement les rouages du système. Il contrôle son entourage, choisit ses apparitions, impose une discipline stricte. Valéry observe cette mécanique avec admiration mais aussi avec méfiance. Car derrière le sourire public, la compétition est permanente. Chaque sortie de single, chaque passage télévisé devient un terrain où il faut défendre sa place. Les rencontres entre les deux hommes restent correctes en façade. Sourire, poignée de main, formule polie. Pourtant, Valéry perçoit parfois une condescendance subtile. Un regard qui évalue, qui jauge, qui rappelle implicitement, qui domine la scène. Pour un artiste fier de son autonomie, cette impression est difficile à digérer. La rivalité ne s'exprime jamais ouvertement. Elle se joue dans les détails. L'ordre de passage dans une émission, la durée d'un segment, la mise en avant par un animateur. Dans ce milieu, ces éléments ne sont jamais anodins. Ils signalent une hiérarchie invisible. Lorsque Claude François disparaît brutalement, la France entière est sous le choc. Pour Valéry, la situation devient paradoxale. Toute comparaison devient impossible, toute nuance délicate. La légende écrase tout. Ce qui aurait pu rester une simple rivalité artistique se transforme alors en frustration durable. Non pas contre l'homme disparu, mais contre ce que son image représente. Un symbole écrasant, face auquel il a dû constamment prouver sa valeur. Pour François Valéry, Claude François incarne la compétition la plus intense de sa carrière. Celle qui l'a obligé à se dépasser. Celle qui l'a aussi laissé avec le sentiment de n'avoir jamais été pleinement reconnu à égalité. 5 noms, 5 tensions. 5 moments où la carrière de François Valéry a cessé d'être seulement musicale pour devenir profondément humaine. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'ego, de rivalités ordinaires dans un univers où la compétition est permanente. Mais pour lui, chaque rupture dépasse le cadre professionnel. Il ne parle pas seulement de désaccord. Il parle de respect, de reconnaissance, de loyauté. Dans la chanson française des années 70 et 80, le succès ne suffisait pas. Il fallait aussi naviguer entre producteurs puissants, animateurs influents, figures dominantes et autorités politiques. Certains savaient composer avec le système. François Valéry, lui, a souvent préféré résister. Cette résistance lui a valu l'indépendance. Elle lui a aussi coûté des alliances. Peut-on réellement en vouloir à ceux qui incarnent un pouvoir plus grand que soi? Peut-on reprocher à une époque d'avoir ses propres règles? Peut-être pas. Mais pour un artiste construit sur la fierté et la maîtrise de son œuvre, chaque mise à distance ressemble à une trahison. Avec le recul, ces conflits dessinent un portrait plus complexe que celui du chanteur romantique. Ils révèlent un homme qui n'a jamais voulu être effacé. Un homme qui a préféré conserver ses convictions plutôt que d'accepter certaines concessions. La gloire protège-t-elle vraiment? Ou isole-t-elle? François Valéry a connu les sommets, les plateaux lumineux, les applaudissements. Mais derrière les refrains que la France fredonne encore, il reste ces cicatrices invisibles. Celles que l'on ne montre pas. Celles que le temps n'efface pas toujours.